Une fille de 14 ans accusée de l'impensable. Et comment elle s'appelle? Carly Gregg. Carly Gregg. Est-ce qu'elle a encore une arme au nord? Je la lui ai prise, elle s'est enfuie. Le bureau du shérif. Hé, quoi? Hé, sors, s'il te plaît. Hé, viens ici. Hé, elle est où ta femme, mon pote? Elle est où ta femme? Elle est morte par terre dans cette pièce. Quand la jeune suspecte est arrêtée, les tribunaux ne lui montrent aucune pitié. Donc, le jury va soit vous acquitter, soit risquer 2 peines de prison à perpétuité, ou bien ce tribunal peut vous condamner jusqu'à 93 ans. Est-ce que vous comprenez cela? Oui, votre honneur. C'est votre décision et la vôtre seule de poursuivre le procès. Oui, votre honneur. Comment une élève brillante devient-elle le centre d'une enquête pour homicide brutal? Une enquête que personne n'avait vue venir. Quelle main avez-vous vu que nous avions? Quelle main avez-vous vu porter? Je suis Elisabeth Milner et je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode de Female Criminals. Brandon, Mississippi. C'est ici que nous faisons la connaissance de Carly Madison Gregg. À 14 ans seulement, elle est la plus jeune criminelle présentée à ce jour. Carly Gregg est née le 23 avril 2009 de ses parents Ashley et Kevin Gregg. Derrière ce qui semblait être une vie de banlieue normale, Carly a déjà fait face à une perte profonde. En 2012, Carly devient grande sœur. La sœur cadette de Carly, Nathalie, aurait reçu un diagnostic de maladie génétique rare peu après sa naissance. Elle décède tragiquement en septembre 2013 à seulement 18 mois. Leur famille se fracture encore davantage. Les parents de Carly, Ashley et Kevin divorcent en raison des problèmes de drogue et de santé mentale de Kevin. Carly aurait aussi des soucis de santé mentale. Dès l'enfance, on lui diagnostique un trouble bipolaire, mais il reste gérable grâce à une thérapie et à plusieurs médicaments. En grandissant, Carly excelle à l'école et saute même le CE2 selon certaines sources. Plus tard, sa vie familiale change. En 2020, sa mère Ashley se remarie avec un homme nommé Heath Smiley. Ashley prend son nom de famille et devient Ashley Smiley. Carly garde le nom de famille de son père biologique, mais elle se rapproche de son beau-père Heath. Il devient la figure paternelle dans sa vie. Lorsque Carly entre dans l'adolescence, sa mère et son beau-père continuent de soutenir sa santé mentale jusqu'au 19 mars 2024. À cette époque, Carly Gregg est en 3e au lycée Rankin à Flowood, Mississippi, où sa mère enseigne les mathématiques. Le matin du 19 mars 2024, Carly et Ashley partent à l'école. Elles ont l'habitude de faire ensemble l'aller-retour pour l'école. Ce jour-là, la jeune fille de 14 ans s'est disputée avec une amie à l'école à propos d'un secret que Carly voulait garder. Ses parents ignorent qu'elle fume du cannabis en cachette. Mais les amis de Carly commencent à remarquer qu'il se passe peut-être quelque chose de plus profond. Par inquiétude pour elle, l'une des amies de Carly envoie un email anonyme à sa mère, Ashley. Nous ignorons ce qui a été dit en rentrant de l'école ce jour-là, mais les images de vidéosurveillance montrent la tension. Une fois qu'elles entrent dans la maison, la caméra de sécurité filme Ashley se dirigeant directement vers la chambre de Carly, à droite de la cuisine. Cela semble rendre Carly nerveuse. On la voit faire les 100 pas dans la cuisine, mais ensuite elle s'occupe des chiens de la famille. L'adolescente laisse ensuite sortir les 2 Golden Retrievers de la famille. Elle reste dehors avec eux pendant environ 1 minute avant de rentrer à l'intérieur. Les images de la caméra de sécurité montrent Carly se dirigeant vers la gauche en direction de la chambre de ses parents. Quoiqu'elle ait pris dans leur chambre, elle le cache derrière son dos. Ce qui se passe ensuite est également capturé par la caméra de sécurité de la maison, et c'est choquant. Dans la vidéo, les chiens de la famille, ils sont affolés. Une seule personne sort de la pièce, Carly Gregg. Ashley ne figure plus sur les vidéos de surveillance après ce moment. Mais Carly n'appelle pas le 911, préférant envoyer un message à une amie pour signaler l'urgence. Elle prend même le temps de chanter quelques notes. L'ami arrive chez les Smiley. Peu après, le beau-père de Carly, Heath, arrive. En quelques minutes, ils sont en ligne avec le 911. Où a eu lieu le meurtre, monsieur? J'ai forcé trop fort pour le tourner à moitié. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ma femme est morte. Ou quelqu'un a essayé de me tirer dessus. Votre fille a essayé de vous tirer dessus? Oui, elle me tire dessus. Où est-elle?
Quel âge a-t-elle? 14 ans. 14 ans. Monsieur, restez au téléphone avec moi. Calme-toi. Comment tu t'appelles? Elle s'appelle Heath Smiley. Et comment elle s'appelle? Carly Gregg. Carly Gregg. Est-ce qu'elle a toujours une arme, Honor? Je lui ai pris, elle s'est enfuie. Les adjoints du shérif du comté de Rankin et les secours arrivent chez les Smiley. Heath Smiley met un certain temps à ouvrir la porte, mais quand il finit par le faire, il est hystérique. Bureau du shérif. Bureau du shérif. Qu'est-ce qu'il fait? Sors d'ici. Hé, viens ici. Hé, elle est toute ta femme, mon gars. Elle est toute ta femme. Elle est morte par terre dans cette pièce. Le premier adjoint du shérif arrivé sur les lieux avance dans la maison. Carly et son ami sont introuvables, mais ce qu'ils trouvent, c'est le corps d'Ashley Smiley. Bureau du shérif. Bonjour. J'ai besoin de Michael ici. Smiley a aussi été blessé par balle à l'épaule, mais il s'inquiète surtout pour sa femme Ashley et pour retrouver sa belle-fille Carly. Hé, qu'est-ce que ta fille porte? Hé, Keith, peux-tu me dire ce que ta fille porte? Hé, j'ai besoin que tu me parles. Qu'est-ce que ta fille porte? Elle portait un jean et un t-shirt grisâtre. Elle a les cheveux courts, châtains. Donc, un jean, un t-shirt gris, des cheveux courts et bruns. Elle a couru dans le jardin. J'ai tenté de la retrouver. Elle a sauté, s'est agitée et m'a tiré dessus. Elle a sauté. Hé, monsieur! Est-ce qu'elle a toujours l'arme? Elle est sur le comptoir de la cuisine. Merci. Dernière cartouche, allons-y, barillet ouvert. Je suis entré par la porte de derrière. Elle a tenté de me tirer dessus. Et j'ai besoin de gants. Je sais ce qui s'est passé. Et il dit qu'elle a couru vers Magnolia Place. Tu es blessé par balle? Il est pâle, mais il est à 102. La balle a traversé sa chemise. Il m'a eu juste là. Magnolia Place, cela lui a donné une vision. Elle est passée de l'autre côté, vers la tête de mon lit, parce qu'elle aurait pu regarder par ici. Je regarde en arrière, vers l'étang tout proche. Attends, dis juste, regarde, elle va bien. Elle est allongée par terre avec une serviette. Elle est... La recherche de Carly s'intensifie. Les adjoints du shérif craignent qu'elle soit encore armée. Attention à tous, de nombreuses lignes de tir sont dans la maison. Il dit qu'elle a été utilisée, mais elle est sur la table, ce qui n'exclut pas qu'elle soit partie. On ne sait pas si elle est partie. Quel est le numéro de votre femme? Son nom? Ashley Smiley. D'accord. Tu l'as appelée? Tu l'as appelée? Sa femme. J'ai bien composé son numéro 2 fois, donc maintenant je suis là à la chercher. Et quel âge a Ashley? Quel âge a ta femme? 40. 40? Eh, Je veux dire, J'ai des infos, mais il s'agit d'une blessure traversante à l'épaule. À l'heure actuelle, c'est lui. faire quoi? Elle a craqué. Ashley Smiley. Elle a 40 ans et celle qu'on cherche, c'est Carly Madison Craig. Elle a 14 ans. d'accord. Ils ont eu des problèmes avec elle, au nom. Parce que c'est Steph Elliott. D'accord. S'il faut autre chose de lui, on le fera. Il y a clairement un problème avec lui. J'ai dit qu'on enverrait sûrement quelqu'un avec lui. Heath est conduit à l'hôpital et devrait survivre. L'attention se porte alors sur 2 points à l'arrivée des enquêteurs. Examiner la scène du meurtre d'Ashley et chercher tout indice pouvant mener à Carly. Je n'ai pas vraiment obtenu grand-chose de lui parce qu'il est tellement, vous savez. Tout ce qu'il m'a dit, c'est qu'elle a pris... Hein? Il peut déplacer Jack.
Ouais, tout ce qu'il arrêtait pas de me dire, c'est qu'elle est sortie par la porte de derrière, mais la porte de derrière est verrouillée. Il a du sang. Eh bien, Quelle est la façon la plus simple? Il a sûrement verrouillé dans le feu de l'action pour t'empêcher de revenir. Il a dit que sa femme s'appelait Ashley. Ashley? Ouais, son mec. Hey, Green. Ashley Smiley. Ashley Smiley. Où est maman? Je suis dans la chambre du fond. je regarde le nom de l'heure. Ouais. Et Tyler, l'arme qui a été utilisée est juste là, sur le comptoir dans la cuisine. Non. Non. Personne? Non. Et il y a plein d'étuis pour armes et d'autres trucs posés juste là. Ce placard déborde d'armes à feu. On sait donc qu'elle peut encore y avoir accès, et Dustin et moi avons fouillé la maison. Je parle de vérifier chaque placard et de regarder sous chaque lit. Tu sais comment Jeep et moi on cachait toujours les trucs dans ce foutu endroit. Mais papa, il a dit qu'elle s'est enfuie par derrière. Mais papa pourrait, on ne sait jamais. Regarde. Dans la maison, je parle poliment à la famille. Je veux regarder sous les lits et dans les placards derrière les vêtements. Assurons-nous qu'elle n'est pas dans cette maison avant de tout épuiser. Tu n'es pas un mineur. Le travail a sauté. Dustin et moi avons fouillé et sécurisé la maison. As-tu regardé sous les lits? On n'est pas allé aussi loin. On a regardé dans Carlisle. Moins de 5 minutes plus tard, un message passe à la radio. Ils ont Carly en garde à vue. Nous allons amener les 2 unités pour tester les filles en garde à vue. L'enquête exige sa présence sur place. Carly est retrouvée à pied, à environ un demi-mile de chez elle. Oh, Lily, bien. J'ai un hélicoptère. J'ai ses menottes. Je veux dire, laisse-moi rester sur les 7 heures. Rapidement pour moi. C'est ce que je vais faire. Je vais passer devant toi. Je vais te remettre les menottes devant. D'accord. Très bien. Et très bien, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va prélever un échantillon sur tes mains. D'accord? Oui, c'était vraiment. Vraiment, bon, je t'ai posé plein de questions, mais évidemment, tu as tiré avec un pistolet, n'est-ce pas? D'accord. Regarde. J'ai besoin que tu lèves la main comme ça. Je vais prendre ta main droite d'abord, d'accord? Je dois sûrement baisser cette lumière. C'est Barbara Pierce. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est le test des résidus de tir. Avec quelle main as-tu tiré? Avec quelle main as-tu tiré? Je dois l'obtenir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Pose la main, retourne-la, frotte sur le bord extérieur autour des articulations. Où veux-tu, Comment fais-tu? veux-tu avoir des enfants? Je pense que tu peux le mettre dans ma voiture, mais la clé et la télécommande sont dans la boîte à gants. D'accord, vas-y, tourne-la. C'est ça. Je ne sais pas, chérie, je ne peux pas t'en dissuader. Tu vas bien? Oh. Vas-y et fais-le. L'amie adolescente qui était à la maison et qui s'est ensuite enfuie n'est jamais accusée d'avoir été impliquée dans le crime. Carly Gregg est accusée de meurtre et de tentative de meurtre. Elle est envoyée au centre de détention pour mineurs du comté de Reagan. Elle y reste peu de temps avant d'être transférée au centre de détention pour adultes du comté, inculpée comme adulte pour meurtre au premier degré, tentative de meurtre et altération de preuves. En raison de son âge, l'adolescente est placée à l'isolement jusqu'au procès, détenue sous caution d'1 million de dollars. L'affaire Carly fait la une mondiale. La question que beaucoup de gens se posaient était tout simplement pourquoi? Le 16 avril 2024, quelques semaines après l'arrestation de Carly, l'enquêteur du comté de Reagan, Zachary Cotton, est convoqué à témoigner à l'audience préliminaire de Carly. Les enquêteurs analysent les images de vidéosurveillance du domicile, révélant de nouveaux détails. Carly retourne ensuite à la cuisine et place ses mains derrière son dos. Pour être ici, cet objet douteux est posé sur le comptoir. Puis elle prend le téléphone d'Ashley et se met à envoyer un message. Vous croyez simplement que c'était Heath à cause des messages qu'il a reçus. Carly, en écrivant à Heath depuis le téléphone d'Ashley en se faisant passer pour elle, voulait-elle attirer son beau-père chez eux?
Cela revient à demander combien de temps il lui faudrait pour obtenir des preuves. Quand Heath appelle, la caméra intérieure a été retirée juste avant son retour. Bonne question. Qui l'aurait repris? Carly. Heath arrive, t'entends des coups de feu, puis tu vois Carly s'enfuir. Oui. Une de ses amies. Comment son amie est-elle arrivée là-bas? Elle y a été conduite par son père. Pourquoi fait-elle ça? Carly lui a demandé de venir. Nous savons pourquoi. Elle a montré sa mère décédée à son ami. Elle est venue ici pour voir si je... L'enquêtrice Cotton, la caméra intérieure avait été retirée lorsque Heath est revenu à la maison. Vous avez évoqué ces caméras sur le campus. Il y avait celle qui était dans le garage, qui était attachée à l'ouvre-porte du garage, l'appareil lui-même pour l'éclairage et tout ça, et l'autre a été retrouvée plus tard dans le réfrigérateur de la résidence. A-t-il semblé qu'elle était au courant de ces caméras? Oui, monsieur, parce qu'elle gardait ses mains cachées dans le dos tout le temps, ce qui permet de dissimuler une arme à feu. Lors de l'audience d'avril 2024, les avocats de Carly demandent une baisse de sa caution d'1 million de dollars, arguant qu'elle est adolescente. Le juge a décidé de maintenir sa caution telle qu'elle, affirmant que l'adolescente représente, je cite, « un danger particulier pour les autres ». Elle reste derrière les barreaux au centre de détention pour adultes du comté de Reagan pendant encore quelques mois. Lors de l'audience du 27 août 2024, la défense informe le juge vouloir un procès devant un jury. Donc, le jury va soit vous acquitter, soit vous risquez 2 peines de prison à perpétuité, ou bien ce tribunal peut vous condamner jusqu'à 93 ans de prison. Est-ce que vous comprenez cela? Oui, votre honneur. C'est à vous, et à vous seul, de décider d'aller au procès. Oui, votre honneur. Carly n'a jamais renoncé à son droit à un procès rapide et, comme elle est maintenue en isolement, les avocats ont insisté pour faire avancer l'affaire aussi vite que possible. Le procès pour meurtre de Carly Gregg aura lieu en septembre 2024 devant un jury du comté de Reagan, 6 mois après le meurtre d'Ashley Smiley et la tentative de meurtre de Heath Smiley. Selon l'accusation, Carly Gregg a tué sa mère pour dissimuler son secret, puis a attiré son beau-père chez eux pour le tuer également. Mesdames et messieurs, vous entendrez des témoignages au cours des prochains jours pendant ce procès. Vous entendrez parler d'une vie secrète que Carly menait. Vous apprendrez que Carly avait un petit ami secret. Vous apprendrez que Carly avait un iPod secret, qu'elle avait des comptes secrets sur les réseaux sociaux qu'elle utilisait pour communiquer avec des gens sur cet iPod lorsque ses parents lui avaient confisqué son téléphone. Vous apprendrez qu'elle se coupait secrètement la cuisse avec un couteau. Vous découvrirez qu'elle avait secrètement des téléphones jetables inconnus de sa mère et de son beau-père qu'elle utilisait. Vous apprendrez qu'elle avait des cigarettes électroniques au cannabis en secret et qu'elle les utilisait en cachette pour se défoncer avant d'aller à l'école, parfois. Mesdames et messieurs, ce n'est pas pour cela que nous sommes ici. Nous sommes ici à cause de ce qu'elle a fait le 19 mars 2024. Vous entendrez que lorsqu'ils entrent dans la maison, il n'y a que leurs 2 chiens, ainsi qu'Ashley Smiley et Carly Gregg. Immédiatement, Carly va et laisse sortir les chiens. Vous entendrez un témoignage selon lequel Ashley entre ensuite dans la chambre de Carly. Vous entendrez qu'alors qu'Ashley est dans sa chambre, Carly est toujours dehors. À un moment donné, Ashley trouve ce que les forces de l'ordre pensaient être les 4 boîtes contenant des cigarettes électroniques. Le témoignage indiquera que nous pensons qu'elle a déplacé les objets de la chambre de Carly à la sienne, puis est retournée fouiller dans la chambre de Carly. Les preuves montreront qu'à peine Carly est-elle rentrée dans la maison, qu'elle se dirige directement vers la chambre de ses parents, qu'elle va directement du côté du lit de sa mère et qu'elle retire un 357 Magnum de sous le matelas. Nous pensons que le témoignage montrera qu'ensuite, elle a caché ce 357 Magnum derrière son dos en traversant la cuisine. Elle regarde dans la cuisine pour vérifier si sa mère est sortie de sa chambre, comme le témoignage devrait le montrer. Nous pensons que les preuves montreront ensuite qu'elle a marché avec ce 357 Magnum derrière son dos, qu'elle est entrée dans sa propre chambre, puis qu'elle a tiré 3 coups sur sa mère, la tuant. Nous pensons que le témoignage portera alors précisément sur l'instant même qui a suivi le meurtre de sa mère.
Elle cache ensuite cette arme hors du champ de la caméra, retourne dans la cuisine, s'assoit sur un tabouret avec l'arme derrière elle, prend le téléphone portable de sa mère, entre le code de sa mère dans le téléphone. Nous pensons que le témoignage montrera qu'elle a ensuite écrit à son beau-père « Quand rentreras-tu à la maison, chérie ?» Le témoignage dira qu'ensuite, elle a attendu sa réponse. Il a dit « Je vais encore tarder un peu ». Elle lui envoie un pouce levé. La défense ne nie jamais que Carly est l'auteur de ce crime. Au lieu de cela, il pose les bases d'une défense fondée sur l'irresponsabilité pour trouble mental. Ce n'est pas une affaire où l'on cherche l'auteur du crime. Nous savons qui a agi le 19 mars pour causer la mort d'Ashley Smiley et les blessures de Heath Smiley. Cependant, ici, la vraie question est de savoir pourquoi. Pourquoi cela s'est-il produit? Pourquoi cet enfant exceptionnel, sans antécédent de violence, aimé par ses amis, ses professeurs, ses parents, qui avait une bonne vie de famille, qui aimait sa mère? Pourquoi a-t-elle tiré sur sa mère? Pourquoi a-t-elle tiré sur son beau-père? L'État veut vous faire croire que ces questions n'ont pas d'importance, mais nous savons que c'est faux. Les réponses à ces questions sont la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui et c'est ce que vous êtes venus faire. Nous pensons que les preuves montreront qu'il y avait 3 victimes le 19 mars. Ashley Smiley, Heath Smiley et Carly Smiley. Et Carly Gregg. Qu'elles étaient toutes les 3 des victimes. Bien que les événements du 19 mars aient été tragiques, les faits du 19 mars n'étaient pas délibérés. Les preuves et les témoignages montreront que Carly Gregg aimait sa mère. Que Carly Gregg et sa mère avaient une relation proche et pleine d'amour. La mère de Carly Gregg l'aimait. En fait, sa vie tournait autour de Carly, comme c'est souvent le cas pour les parents avec leurs enfants. Carly voulait vraiment faire plaisir à sa mère. Carly était une élève exceptionnelle. Elle a obtenu un score de 30 à l'ACT alors qu'elle n'avait que 13 ans. Elle était la prunelle des yeux de sa mère et de son beau-père. La défense rend difficile d'ignorer l'âge de Carly pendant le procès. Sa garde-robe met en avant une image de jeune écolière, mais toute image que la défense essaie de créer est remise en question par les preuves. Voici Kevin Collins, opérateur du service d'urgence 911 du comté de Rankin. Il est témoin à charge. Il témoigne qu'il était en ligne avec le beau-père de Carly, Heath, après que celui-ci ait été blessé par balle. Côté défense, Carly perd le contrôle de ses émotions lorsque l'appel au 911 est diffusé au jury. Il a été touché au cou. Va chercher Greg, tu es le suivant. Oui, monsieur. Comment s'appelle-t-elle? Carly Gregg. Carly Gregg. Avait-elle toujours un pistolet sur ses genoux? Je le lui ai pris. Elle s'est enfuie. Vous le lui avez pris. Elle s'est enfuie. Oui, monsieur. Le nom de votre femme? Ashley Smiley. Ashley Smiley. Le deuxième jour du procès, le jury entend le témoignage d'une jeune fille de 16 ans, identifiée uniquement par les initiales BW. Sur ordre du juge, le témoignage de BW n'est ni enregistré en audio ni en vidéo en raison de son âge. Grâce aux transcriptions du procès obtenues, nous savons ce qu'elle a partagé. La jeune témoin, alors en première, aurait dit connaître Carly depuis la 3e. Elle témoigne que Carly l'a appelée pour qu'elle vienne chez elle le 19 mars parce qu'elle avait besoin d'aide. Elle dit que Carly semblait nerveuse, secrète et effrayée au téléphone, mais n'a pas expliqué pourquoi. Lorsque BW est arrivée chez les Smiley juste avant 17 h ce jour-là, Carly lui a demandé si elle avait déjà vu un cadavre. BW dit qu'elle a répondu non. C'est à ce moment-là que Carly a montré à BW le corps de sa mère, Ashley Smiley. Le témoin aurait affirmé que Carly avait avoué avoir tiré 3 fois sur sa mère et déclaré avoir 3 balles pour son beau-père Heath, rentré peu après. Carly aurait demandé à BW si elle voulait sortir pendant qu'elle s'occupait de son beau-père. Pendant qu'elle était dehors, BW a témoigné avoir entendu 3 coups de feu. Elle a ensuite retrouvé Carly, qui lui a dit de courir avant de sauter par-dessus une clôture. Après le témoignage de BW, l'État appelle un autre témoin clé, Heath Smiley. À quel point Ashley aimait-elle Carly? Il s'aimait tellement.
Tout ce qu'elle faisait, elle le planifiait pour Carly et en fonction d'elle. Parlez-nous de votre relation avec Carly avant le 19 mars 2024. On s'entendait toujours bien. On sortait, on jouait, on s'amusait, on jouait à des petits jeux vidéo et je l'emmenais à ses cours de karaté jusqu'à ce qu'elle en ait un peu marre. Elle a commencé ses cours de guitare chaque semaine, donc je l'y emmenais chaque fois. Donc, de l'extérieur, Carly avait une vie d'adolescente normale. Il dit qu'il y a eu quelques fois où Carly a eu des ennuis à l'école. Il se rappelle qu'à un moment, Carly avait amené un couteau à l'école. Qu'a entraîné le fait qu'elle apporte un couteau à l'école? Ils ont une politique de tolérance zéro à ce sujet et l'ont envoyé dans un établissement spécialisé jusqu'à, je crois, les vacances de Noël, puis ils l'ont laissé revenir. Elle a donc passé du temps à l'établissement scolaire disciplinaire comme sanction disciplinaire? Oui. Le témoignage de Heath se concentre finalement sur la fin de l'après-midi du 19 mars 2024. Parlez-nous du message suivant que vous avez reçu du téléphone d'Ashley. Il était écrit... Tu lui as presque dit, chérie. Est-ce que ça ressemble à quelque chose qu'Ashley te dirait habituellement? Pas habituellement, mais ça n'aurait pas été totalement impossible non plus. Je pense qu'elle l'aurait peut-être formulé un peu différemment, mais je ne sais pas. À quelle heure as-tu reçu ce message texte? Ça indique 4h14. Te souviens-tu avoir dit aux forces de l'ordre que tu pensais que c'était Carly qui t'avait envoyé ce message et non Ashley? Je me posais justement la question à ce moment-là. Oui. Et ensuite, qu'avez-vous répondu à ce message? J'ai dit non, je vais rester ici encore un peu. Je veux dire au travail. Après, ce n'est pas visible ici, mais je pense que Carly, ou la personne avec le téléphone d'Ashley, t'a envoyé un pouce levé. Ça semble correct. Oui, ce n'est pas là-dessus. Alors, laisse-moi te demander, qu'est-ce qui t'a fait penser que c'était Carly qui avait envoyé ce message et pas Ashley? Je ne sais pas, c'est peut-être juste la façon dont c'était formulé. Je ne suis pas sûr. Heath témoigne qu'à son arrivée chez lui, il s'est retrouvé avec une arme pointée sur son visage. Dites aux dames et messieurs exactement ce dont vous vous souvenez lorsque vous êtes rentrés chez vous le 19 mars 2024. Tout semblait assez normal. Je suis entré et quand j'ai ouvert la porte de la cuisine, là... Un coup de feu est parti en plein visage avant que la porte ne soit, je ne sais pas, ouverte de 3 ou 4 pouces. Et tout s'est enchaîné très vite à partir de là, c'était flou. Que te rappelles-tu avoir vu, Heath? Juste un éclair de coup de feu devant mon visage, puis il y en a eu 2 autres, mais ma main était sur l'arme après le premier tir, et je l'ai tordue pour la lui prendre. Qui te pointait cette arme? C'était Carly. Qui a appuyé sur la détente quand tu as ouvert la porte? La première, je sais que c'était Carly. Après ça, ma main était aussi sur l'arme, et je sais que j'avais une éraflure sur le pouce et tout. J'aurais très bien pu appuyer sur la détente cette 3e fois. Tu te souviens avoir dit que tu étais tellement choqué que tu n'as même pas tenté de riposter contre Carly? Non, il m'a été immédiatement très évident qu'il y avait quelque chose de vraiment, vraiment anormal avec Carly. La façon dont elle criait, la façon dont elle avait l'air. Elle bougeait tellement vite. Heath Smiley est contre-interrogé par l'avocate de sa belle-fille. La défense, qui soutient que Carly était pénalement irresponsable au moment de la fusillade, concentre ses questions sur la santé mentale de Carly et sur son père biologique, Kevin Gregg. Qu'est-ce que Carly vous avait dit, le cas échéant, au sujet de son père biologique, Kevin Gregg, qui se droguait? À ma connaissance, il semble qu'il ait soit essayé, soit consomme régulièrement toutes les drogues auxquelles je peux penser. Et qu'est-ce que Carly vous a dit au sujet de son père biologique qui se droguait en sa présence? Il se droguait constamment devant elle, soufflait la fumée au visage. Il s'avère qu'il l'a fait s'asseoir et lui a fait boire une bière entière quand elle avait 12 ans. Diriez-vous que Carly avait peur de son père? Oui.
Elle n'aimait pas devoir y aller et elle n'était pas elle-même pendant 1 jour ou 2 après son retour. Et diriez-vous que la mère de Carly avait peur du père de Carly? Oui. Chaque fois qu'il parlait de lui, c'était comme des lapins pris dans les phares. Il se figeait et était parfois bouleversé quand il parlait de lui. Est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu sais pourquoi Carly voudrait te tirer dessus? Non. Nous avons tous entendu Carly crier quand tu es entré du garage dans la cuisine le 19 mars. Comment Carly t'a-t-elle semblé quand tu es entré? Comme je l'ai dit, ma première impression, c'est qu'elle était terrifiée, morte de peur. Je pense encore aujourd'hui qu'elle ne m'a même pas reconnu. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je ne sais pas quoi, mais quelque chose clochait. Et quand tu es entré dans la maison, est-ce que Carly t'a dit quelque chose? Non, juste ses cris. Au moment de présenter son dossier, la défense s'appuie sur le témoignage du psychiatre légiste, le docteur Andrew Clark. D'après votre évaluation, y a-t-il eu une période où les problèmes de santé mentale de Carly ont commencé à devenir plus importants? Oui. Pouvez-vous nous en parler? Donc, à partir d'environ 9 ans, ce que Carly a rapporté, c'est qu'elle a commencé à se sentir déprimée, que les hallucinations auditives, c'est-à-dire qu'elle entendait des voix, ont continué, que ces expériences de sensations que le monde n'était pas réel ont continué. Et puis, quelque part entre 9 et 11 ans, la dépression a continué et elle a alors commencé à se mutiler. Et d'après ce que j'ai compris, elle se mutilait depuis environ 2 ans. Donc, à partir de l'âge de 12 ans environ, elle se faisait de façon assez régulière des coupures superficielles sur les cuisses pour l'aider à gérer son anxiété et sa détresse. La docteure Clark lit des entrées de journal écrites par Carly la semaine avant le crime. Donc, en écrivant le mardi 12 mars, elle écrit « Je pense que j'ai eu une crise psychotique plus tôt. Toute cette épreuve était assez ridicule. En fait, j'ai parlé à l'une des voix dans ma tête. Je ne l'avais jamais entendue avant aujourd'hui, et je ne l'entends que dans ces moments. Mon ami en particulier et moi étions presque à hurler avec une soif de sang et une voracité terrifiante. Dieu merci, Das, qu'une confrontation physique n'était pas, et je pense que c'est heureusement possible. J'ai l'air fou. » Pendant la période précédant le 12 mars, Carly a indiqué qu'elle avait l'humeur atone, qu'elle était comme un zombie, qu'elle était encore assez déprimée. Elle se mutilait encore. Elle a également signalé que les voix s'aggravaient, qu'elles devenaient plus urgentes, plus présentes, et elle commençait à s'inquiéter qu'elles prenaient le dessus sur elle. Elle m'a dit que la seule chose que les voix lui disaient, c'était des choses qui étaient un peu élitistes, du genre « tu es meilleur que ces gens-là ». C'est la seule chose qu'elle m'a dit qu'elle disait. Donc, son humeur est mauvaise. Les voix empirent. Son sommeil continue d'être mauvais et elle fume de la marijuana 2 ou 3 fois par semaine. Elle a également signalé qu'elle avait pas mal d'anxiété pendant cette période aussi. Alors, qu'est-ce que Carly vous a dit, si elle vous a dit quoi que ce soit, à propos de ce qui s'est passé le dimanche précédant l'incident du 19 mars qui était un mardi? Alors, Carly m'a dit qu'on lui avait prescrit du Lexapro le 12 mars et qu'elle avait constaté presque immédiatement, très rapidement, que ses sautes d'humeur étaient pires. Qu'elle avait des bas plus bas et des hauts plus hauts pendant cette semaine précédant le 19 mars. Elle m'a dit que les voix devenaient de pire en pire, qu'elles devenaient plus urgentes, plus insistantes et que cela devenait un problème plus important pour elle. Et puis elle m'a dit que ce dimanche-là, le 17 mars, elle avait fumé de la marijuana ce matin-là, que sa mère et son beau-père étaient partis faire des courses, qu'elle était seule à la maison, qu'elle avait fumé un peu de marijuana et qu'elle avait eu une expérience d'environ 20 minutes où ses pensées s'emballaient, où ses pensées étaient confuses. Elle était vraiment effrayée et elle s'est un peu effondrée par terre parce qu'elle n'était pas sûre de pouvoir contrôler son corps. Elle a dit que c'était une expérience très effrayante pour elle, contrairement à certaines choses qu'elle avait vécues auparavant, et qu'après environ 20 minutes, elle était en quelque sorte redevenue elle-même.
Carly Gregg décide de ne pas témoigner pour sa défense. Après 5 jours de témoignage, les deux parties ont présenté leur plaidoirie finale au jury. Mesdames et messieurs, il n'y a aucun doute que Carly Madison Gregg est celle qui a tué sa mère, Ashley Smiley. Il n'y a aucun doute qu'elle a tenté de tuer P. Smiley lorsqu'elle a pointé l'arme directement sur sa tête et a tiré, le touchant à l'épaule. Et il n'y a aucun doute que c'est elle qui a caché la caméra dans le réfrigérateur, se rendant ainsi coupable de dissimulation de preuves. Nous vous demandons de retourner et de la déclarer coupable des 3 chefs d'accusation, car elle n'était pas en état de folie au moment des faits. Elle savait exactement ce qu'elle faisait et elle connaissait la différence entre le bien et le mal. Je vous demande, pour toutes ces raisons, de déclarer Carly Gregg non coupable pour cause d'aliénation mentale et de mettre enfin un terme à cette tempête pour Carly et sa famille. Personne ne comprendra cette affaire et personne ne l'a entendue de la façon dont vous l'avez entendue. Porter un jugement sur une autre personne est un lourd fardeau. Désolé que cela vous incombe. Mais s'il vous plaît, considérez ce qui est en jeu dans cette affaire pour cet enfant et cette famille. Avant de tirer des conclusions hâtives et de rendre votre verdict, examinez ces documents. Prenez en compte les témoignages. Cherchez au fond de votre cœur ce que vous savez de cet enfant à travers le portrait dressé par toutes les personnes qui la connaissaient le mieux. Et dites-moi quelle était l'intention. Le jury part délibérer et revient avec un verdict en moins de 2 heures. Mademoiselle Gregg, veuillez vous lever et vous présenter au pupitre, accompagné de vos avocats. Les verdicts semblent être en bonne et due forme. Verdict du jury pour le premier chef d'accusation. Nous, le jury, déclarons l'accusé Carly Madison Gregg coupable de meurtre au premier degré, comme indiqué dans l'acte d'accusation. Sur le deuxième chef, nous déclarons Carly Madison Gregg coupable de tentative de meurtre, comme indiqué dans l'acte d'accusation. Pour le troisième chef, nous, jury, déclarons Carly Madison Gregg coupable d'altération de preuves, comme indiqué dans l'acte d'accusation. Veuillez vous asseoir, Mademoiselle Gray. Mesdames et messieurs, il est d'usage pour le tribunal de sonder le jury. Je dois toujours le faire. Je ne suis pas impoli, pour chaque chef d'accusation non plus. Le plus simple est de vous désigner pour que vous répondiez à haute voix. Concernant le premier chef d'accusation, nous, le jury, déclarons l'accusé Carly Madison Gregg coupable de meurtre au premier degré, comme indiqué dans l'acte d'accusation. En commençant par la première rangée, Madame, est-ce votre verdict? Désolé, est-ce bien votre verdict? Madame, est-ce votre verdict? Désolé, est-ce bien votre verdict? Madame, est-ce votre verdict? Veuillez répondre à voix haute, Madame. Je suis désolé. Au fond à droite, monsieur, est-ce votre verdict? Madame, est-ce bien votre verdict? Désolé, est-ce votre verdict? Madame, est-ce votre verdict? Ce verdict est régulier et unanime. Pour le deuxième chef d'accusation, le jury déclare l'accusé Carly Madison Gregg coupable de tentative de meurtre selon l'acte d'accusation. Première rangée, Madame, est-ce votre verdict? Carly Gregg est reconnue coupable de tous les chefs. À 15 ans, elle risque la prison à vie. Moins de 2 heures après, elle comparaît pour le prononcé de sa peine. Aucune déclaration des proches de la victime sur les conséquences du crime n'a été présentée, et Carly a gardé le silence. Vos peines seront les suivantes. En ce qui concerne le premier chef d'accusation, le jury n'a pas fixé la peine à la réclusion à perpétuité. Ce tribunal vous condamne donc à la réclusion à perpétuité. Pour le deuxième chef d'accusation, vous serez condamné à la réclusion à perpétuité. Pour le troisième chef d'accusation, vous serez condamné à 10 ans de prison ferme. Après la condamnation et la sentence de Carly, les avocats de la défense de Carly ont fait appel pour obtenir un nouveau procès, invoquant de nouvelles preuves apparues après le procès. La requête mentionne une interview du père biologique de Carly à une chaîne locale après le procès. La défense affirme que si cette preuve avait été présentée au procès, elle aurait pu changer l'issue. Dans l'interview télévisée avec la chaîne locale WLBT, Kevin Gregg aurait déclaré que sa fille avait souffert d'hallucinations auditives lorsqu'elle était enfant. La défense affirme « Ces informations appuient le diagnostic du Dr Clark de troubles schizophréniques non spécifiés et pourraient mener à un autre verdict lors d'un nouveau procès. » En conséquence, Carly a droit à un nouveau procès. Dans leur requête, la défense a également soulevé des inquiétudes quant à savoir si Carly était suffisamment mature pour comprendre les accusations portées contre elle, prendre des décisions concernant les offres de plaidoyer et participer à sa propre défense. Dans sa requête, Bridget Todd a rappelé qu'il faut avoir au moins 21 ans pour être juré au Mississippi, ce qui montre que Carly était bien plus jeune que ceux qui ont jugé son cas. Le 21 octobre 2024, le juge Dewey Arthur du tribunal de Reagan a rejeté la demande de nouveau procès. Les avocats de Carly Gregg ont alors fait appel auprès de la Cour suprême du Mississippi. Depuis ce dépôt, Carly a changé d'avocat. Elle est désormais représentée par l'avocat James Murphy. En avril 2026, la plus haute cour du Mississippi accepte d'examiner l'appel de Carly.
Au moment de cet enregistrement, la Cour suprême du Mississippi doit entendre les plaidoiries orales le 27 mai 2026. Carly Gregg purge toujours sa peine au centre correctionnel du Mississippi central, dans l'unité des jeunes délinquants. Merci pour votre écoute. Je suis Elisabeth Milner. À la semaine prochaine avec une nouvelle criminelle.